Chapitre 3. Les mythes. Un fragile équilibre entre les forces du bien et du mal. Il n'y eut aucune lettre pour Sophie le lendemain matin. Elle s'ennuya toute la journée à l'école et s'appliqua à être spécialement gentille avec Jorun pendant les récréations. Sur le chemin du retour, elles décidèrent de partir en randonnée avec une tante dès qu'il ferait plus sec en forêt. Puis elle se retrouva devant la boîte aux lettres. Elle ouvrit d'abord une lettre de petit format avec un cachet de Mexico. C'était une carte de papa. Il avait le mal du pays et pour la première fois il avait battu son second aux échecs. Il ajoutait qu'il aurait bientôt épuisé les 20 kilos de livres qu'il avait emportés à son dernier passage. Et elle trouva aussi une grande enveloppe jaune avec son nom dessus. Sophie alla déposer son cartable et le courrier dans la maison, referma à clé et courut retrouver sa cabane. Elle sortit d'autres feuilles dactylographiées et se mit à lire. La représentation mythique du monde. Salut Sophie, il y a du pain sur la planche, alors commençons sans plus tarder. Le terme philosophie recouvre une façon de penser radicalement nouvelle qui vit le jour en Grèce environ 600 ans avant Jésus-Christ. Auparavant, diverses religions s'étaient chargées de répondre à toutes les questions que se posaient les hommes. Ces explications d'ordre religieux se transmettaient de génération en génération sous forme de mythes. Un mythe. C'est un récit sur les dieux qui cherche à expliquer les phénomènes naturels et humains. Pendant des millénaires, il y eut dans le monde entier une véritable floraison d'explications mythiques aux problèmes philosophiques. Les philosophes grecs tentèrent de démontrer que les hommes ne devaient pas se fier à ces mythes. Pour saisir la démarche de ces premiers philosophes, nous devons donc comprendre aussi le sens d'une conception mythique du monde. Pour cela, nous n'avons qu'à examiner quelques mythes, pourquoi pas nordiques, autant parler de ce que je connais bien. Tu as certainement entendu parler de Thor et de son marteau. Avant la venue du christianisme en Norvège, les hommes du Nord croyaient que Thor traversait le ciel dans un char tiré par 2 boucs. Chaque fois qu'il brandissait son marteau, il provoquait la foudre et l'orage. Le mot norvégien Torden, orage, signifie justement Thor Dawn, c'est-à-dire le grondement de Thor. En suédois, l'orage se dit Aska. En réalité, Ashaka, qui veut dire le voyage du dieu dans le ciel. Qui dit éclair et tonnerre dit également pluie. Cela pouvait être vital pour les paysans au temps des Vikings. Thor était par conséquent honoré comme dieu de la fertilité. Selon le mythe, Thor faisait venir la pluie en brandissant son marteau. Et quand il pleuvait, tout poussait et les récoltes étaient bonnes. C'est en soi incompréhensible que tout pousse dans la terre et porte des fruits. Mais les paysans avaient en tout cas deviné que cela avait un rapport avec la pluie. Et comme tous croyaient que Thor était responsable de la pluie, il fut l'un des dieux nordiques les plus importants. Thor était aussi important pour une autre raison qui a trait à l'ordre du monde. Les Vikings concevaient le monde habité comme une île constamment menacée par des dangers extérieurs. Ils appelaient cette partie du monde Midgard. Cela signifie l'Empire du Milieu. Le Midgard comprenait en outre Asgard, la résidence des dieux. Au-delà de Midgard se trouvait Utgard, c'est-à-dire l'empire qui se situe à l'extérieur. C'est là qu'habitaient les dangereux trolls, les géants, qui essayaient par d'habiles manœuvres de détruire le monde. Nous donnons à ces monstres néfastes le nom de forces du chaos. Aussi bien dans la littérature norroise que dans les autres cultures, les hommes ont ressenti le fragile équilibre entre les forces du bien et du mal. Pour détruire Midgard, les trolls tentaient par exemple d'enlever la déesse de la fertilité, Freya. S'ils réussissaient, rien ne poussait dans les champs et les femmes ne pouvaient plus enfanter. C'est pourquoi il était primordial que les dieux bienfaisants les tiennent en échec. Ici aussi, Thor jouait un grand rôle. Son marteau ne provoquait pas seulement la pluie.
mais constituait en soi une arme excellente dans la lutte contre les dangereuses forces du chaos, car il lui conférait, pour ainsi dire, la puissance absolue. Il lui suffisait de le lancer sur les trolls pour les tuer. Il ne craignait pas de le perdre non plus, car, pareil à un boomerang, celui-ci revenait toujours vers son maître. Telle était la conception mythique des phénomènes naturels et l'éternel combat entre le bien et le mal. C'est justement ce genre d'explication que refusaient les philosophes. Mais, au-delà des divergences, il y avait aussi autre chose. Les hommes ne pouvaient pas rester assis les bras croisés à attendre que les dieux interviennent chaque fois que le malheur s'abattait sur eux sous forme de sécheresse ou d'épidémie. C'était à eux de prendre les choses en main et de livrer combat contre les forces du mal. Ceci se produisait de différentes manières par des pratiques religieuses ou des rites. La pratique religieuse la plus importante à l'époque des anciens Scandinaves était le sacrifice. Sacrifier à un dieu le rendait plus puissant. Les hommes devaient par exemple sacrifier au dieu afin de l'emporter sur des forces du chaos. À cette fin, on sacrifiait souvent un animal. Ainsi, pour Thor, il était d'usage de sacrifier des boucs. Pour Odin, il y eut parfois des sacrifices humains. Le mythe le plus connu en Norvège nous a été transmis par le poème Trimskvida. Nous y apprenons qu'un jour, Thor se réveilla et vit qu'on lui avait dérobé son marteau. Thor entra dans une colère si violente que ses mains se mirent à trembler et sa barbe aussi. En compagnie de Loki, son ami, il se rendit chez Freya pour lui emprunter ses ailes afin que Loki puisse voler jusqu'au Jotunheimen, la maison des géants, et découvrir si les trolls étaient bien les coupables. Loki rencontra le roi des géants, Thrym, qui confirma le méfait en se vantant d'avoir caché le marteau 8000 mètres sous terre. Et il ajouta « Les As ne récupéreront le marteau que s'il peut épouser Freya. » Tu es toujours là, Sophie ? Donc, les dieux bienveillants se retrouvent d'un seul coup face à un épouvantable drame d'otages. Les trolls sont désormais en possession de la plus importante arme défensive des dieux et la situation est complètement bloquée. Aussi longtemps que les trolls détiennent le marteau de Thor, ils ont le pouvoir absolu dans le monde des dieux et des hommes. En échange du marteau, ils exigent Freya. Mais c'est impossible. Sans déesse de la fertilité, qui protège toute vie, l'herbe se dessécherait dans les champs, et les hommes, tout comme les dieux, mourraient. Il n'y a pas d'issue. Tu n'as qu'à t'imaginer un groupe de terroristes menaçant de faire exploser une bombe en plein Londres ou Paris si leurs dangereuses revendications ne sont pas satisfaites, et tu auras une idée de ce que je veux dire. Le mythe se poursuit avec le retour de Loki à Asgard. Il prie Freya de revêtir ses plus beaux atours de fiancée, car elle doit se marier là-bas. Ah, la pauvre, hein. Freya se fâche et déclare qu'elle va passer pour une nymphomane si elle accepte d'épouser un des trolls. Le dieu Heimdall a alors une idée de génie. Il propose de déguiser Thor en marié. Ils n'ont qu'à lui attacher les cheveux, lui mettre des pierres en guise de poitrine afin qu'il ressemble à une femme. Thor n'est pas vraiment emballé, mais il comprend qu'ils sont contraints de suivre le conseil d'Heimdall s'ils veulent récupérer le marteau. On habille finalement Thor en marié et Loki le suit comme demoiselle d'honneur. « Allez les deux femmes en route pour Jotunheimen » lance Loki. Dans un langage plus moderne, on dirait que Thor et Loki forment la brigade antiterroriste des dieux. Déguisés en femmes, ils vont s'infiltrer dans la forteresse des trolls et délivrer le marteau de Thor. À peine sont-ils arrivés au Jotunheimen que les trolls préparent un grand banquet de noces. Toutefois, au cours du festin, la mariée, c'est-à-dire Thor, engloutit un taureau entier et 8 saumons. Elle vide aussi 3 tonneaux de bière. Thrym s'en étonne et c'est moins qu'une que le commando antiterroriste déguisé ne soit démasqué. Mais Loki les sauve de ce faux pas en prétendant que Freya n'a pas mangé pendant 8 nuits tellement elle se réjouissait à l'idée de venir au Jotunheimen. Thrym soulève le voile de la mariée pour l'embrasser et recule devant la dureté du regard de Thor.
Encore une fois, Loki parvient à sauver la situation. Il raconte que la mariée n'a pas pu fermer l'œil pendant 8 nuits, tant elle était heureuse de se marier. À rassurer, Trim ordonne qu'on apporte le marteau et qu'on le pose sur les genoux de la mariée pendant la cérémonie. En recevant le marteau sur les genoux, Thor fut pris d'un fou rire, dit-on. Il commença par tuer Trim, avec toute la famille des géants. Le terrible drame connut ainsi un heureux dénouement. Encore une fois, Thor, le Batman ou le James Bond des dieux, l'avait emporté sur les forces du mal. Voilà pour le mythe proprement dit, Sophie. Mais quelle est sa signification? On ne l'a pas écrit simplement pour s'amuser. Ce mythe a aussi un message à délivrer. Une des interprétations possibles est la suivante. Quand la sécheresse s'abattait dans un pays, les hommes avaient besoin de comprendre pourquoi il ne pleuvait pas. Était-ce parce que les trolls s'étaient emparés du marteau de Thor? Il est normal que les mythes aient cherché à expliquer le cycle des saisons. En hiver, la nature est morte car le marteau de Thor est au Jotunheimen. Mais au printemps, il s'en empare à nouveau. Le mythe tente ainsi de donner une réponse à ce que les hommes ne comprennent pas. Mais le rôle du mythe n'est pas seulement d'expliquer. Les hommes observaient différentes pratiques religieuses en relation avec le mythe. On peut supposer qu'une manière de répondre à la sécheresse et aux mauvaises années était de mettre en scène un drame racontant le mythe. Peut-être qu'on déguisait un homme du village en marié, avec des pierres à la place de la poitrine, pour récupérer le marteau dérobé par les trolls. Les hommes avaient alors le sentiment de faire vraiment quelque chose pour que la pluie revienne fertiliser les champs. Nous connaissons en effet beaucoup d'exemples d'autres parties du monde où les hommes mettent en scène ces mythes des saisons pour hâter les processus naturels. Nous avons jusqu'à présent seulement donné un aperçu de la mythologie nordique. Il existe d'innombrables mythes sur Thor et Odin, Freyr, Freya, Od, Balder, ainsi que beaucoup d'autres. Ces mythes étaient légion dans le monde entier quand les philosophes décidèrent de les examiner d'un peu plus près. Avant la venue du premier philosophe, les Grecs aussi avaient une conception mythique du monde. Pendant des siècles, les générations s'étaient transmis les histoires de leurs dieux qui s'appelaient Zeus, Apollon, Héra, Athéna, Dionysos, Asclépios, Héraclès, Héphaïstos, et je n'en cite que quelques-uns. Vers 700 avant Jésus-Christ, Homère et Hésiode retranscrire de nombreux mythes grecs. Cela crée une situation sans précédent. Les mythes, une fois couchés sur le papier, pouvaient en effet faire l'objet de discussions. Les premiers Grecs critiquèrent le panthéon des dieux de Homère, car il ressemblait par trop aux hommes et était aussi égoïste et inconstant qu'eux. Pour la première fois, il apparut que les mythes ne mettaient pas en scène autre chose que les hommes. Nous trouvons un premier regard critique sur le mythe chez le philosophe Xénophane, qui vivait aux alentours de 570 avant Jésus-Christ. Les hommes ont créé les dieux à leur image, dit-il. Ils croient que les dieux sont nés avec un corps et des vêtements et qu'ils parlent comme nous. Les Éthiopiens disent que leurs dieux sont camus et noirs. Les Thraces que le leurs ont les yeux bleus et les cheveux roux. Si les taureaux, les chevaux et les lions avaient pu peindre, ils auraient représenté des dieux en bœufs, chevaux et lions. C'est justement vers cette époque que les Grecs fondèrent des cités en Grèce, mais aussi des colonies dans le sud de l'Italie et en Asie mineure. Les esclaves accomplissaient toutes les tâches matérielles et les citoyens libres avaient tout loisir de s'intéresser à la vie politique et culturelle. Dans les grandes villes, on vit naître une nouvelle manière de penser. Un individu isolé avait le droit de s'interroger sur l'organisation de la société. De la même façon, chacun pouvait se poser des questions d'ordre philosophique sans avoir recours à la tradition des mythes. Nous dirons que nous sommes passés d'un mode de pensée mythique à un mode de pensée fondé sur l'expérience et la raison. Le but des premiers philosophes fut en effet de trouver des causes naturelles aux phénomènes naturels. Sophie se mit à arpenter le grand jardin en essayant d'oublier tout ce qu'elle avait appris à l'école, surtout ce qu'on lui avait enseigné en sciences naturelles. Et si elle avait grandi dans ce jardin sans jamais avoir rien appris sur la nature, dans quel état d'esprit aurait-elle perçu l'arrivée du printemps? Est-ce qu'elle aurait imaginé tout un scénario pour expliquer un jour de pluie? Et inventé toute une histoire pour justifier la disparition de la neige ou le mouvement ascendant du soleil dans le ciel? Ah, certainement. Elle en était persuadée.
Là-dessus, elle commença à laisser flotter son imagination. L'hiver tenait tout le pays emprisonné dans sa main gelée parce que le méchant Muriat avait jeté la belle princesse Sikita dans un cachot glacial. Mais un jour, le prince courageux Bravato venait la délivrer. Alors Sikita dansa de joie dans les prairies en chantant un air qu'elle avait composé dans sa prison glaciale. Et la terre et les arbres étaient si émus que toute la neige fondit en larmes. Le soleil monta dans le ciel et sécha tous les pleurs. Les oiseaux reprirent le chant de Sikita, et lorsque la belle princesse défit ses cheveux, quelques boucles tombèrent sur le sol et se transformèrent en lys dans les champs. Ah, Sophie trouva qu'elle avait inventé une bien belle histoire. Si elle n'avait pas eu d'autres explications sur le changement des saisons, elle aurait sans aucun doute fini par croire ce qu'elle venait d'inventer. Elle comprit que de tout temps, les hommes avaient eu besoin d'expliquer les phénomènes naturels. Peut-être ne pouvaient-ils pas s'en passer? Alors, comme la science n'existait pas à cette époque, ils avaient créé des mythes.